On avait l'impression que ça y est, le Mashiach est derrière la porte. On ne peut pas imaginer autre chose. Ça a un impact inouï. Claire Lévy, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, ici à Jérusalem, en plein cœur de Rehavia. Vous avez vécu en tant qu'Israélienne la guerre des 6 jours, la libération, la réunification de la ville de Jérusalem. On va en parler, vous allez nous raconter cette histoire, mais on va commencer par le début. Et le début, c'est en 1954, lorsque vous décidez de faire votre aliyah. Moi, j'avais décidé en 1940 que je ne reste pas en France, un pays qui me... Vous habitiez où en France ? En 40, nous étions à Vichy. Autrement dit, c'était pas... Vichy devait apparemment devenir Judenrein. En tout cas, ma famille a été l'une des premières familles à avoir un avis d'expulsion. Et de là, bon, j'avais 12 ans, mais ma vie c'est un peu coincée là-dessus. Je me suis dit, ça va pas. Et j'étais ce qu'on appelle à l'époque sioniste. Et quand j'ai connu mon mari, il était évident que si nous nous marions, nous ferons notre aliyah, qu'on ne reste pas en France. Et... Bon. Donc très vite, vous avez décidé de partir, quelques années après votre mariage, en fait ? Je me suis mariée à Strasbourg en 1951. J'ai connu mon mari en 1947. Il revenait des États-Unis et il m'a dit, dans une première conversation amicale, je ne retourne pas aux États-Unis, je ne reste pas en France, je veux aller en Palestine. À l'époque, c'était la Palestine. Et bon, moi j'étais sioniste et les choses étaient évidentes, que si nous nous marions, nous irons faire notre vie en Palestine. Nous nous sommes mariés en 1951 et nous sommes partis en 1954. 1954, et vous arrivez donc... alors, vous n'arrivez pas tout de suite à Jérusalem, vous arrivez d'abord à Haïfa. Bon, alors on a débarqué à Haïfa, et puis bon, la première année, il y a eu un peu des problèmes de santé, et puis après, on est parti à Jérusalem. Alors, en 1954, c'est la date, c'est l'année de l'opération du canal de Suez. Non, c'est 56. 56, pardon, l'année de l'opération du canal de Suez. La guerre de Suez, c'était 56. Comme dit, c'était le baptême du feu pour nous. C'était déjà une première opération, une première guerre que vous vivez en Israël. Oui, comme dit, nous allions dormir le soir, on prenait nos enfants dans des couvertures et on allait dormir dans la chambre du médecin de garde. Nous habitions à un hôpital psychiatrique où mon mari travaillait comme psychologue, Kfar Shaoul pour le nommer. C'est l'emplacement, c'est à l'entrée de Har Nof, à Jérusalem. Puis bon, elle a fini et on a eu par la Sornout, on a eu un shikoun. Voilà, vous vous installez donc à Jérusalem, votre mari commence à travailler en tant que psychologue. Oui. Et puis en 1967... Bon, alors 67, il faut commencer 3 semaines avant 67. Alors, comment ça se passe? Parce qu'il y a eu cette énorme période de tension, tout le monde était paniqué, tout le monde se disait qu'est-ce qui va se passer. Et moi, je dois dire, je regardais les cartes géographiques et je voyais Israël tout petit et les pays arabes autour. Et bon. Alors, il y a une prof, je travaillais à l'époque au département de zoologie de l'université hébraïque, et il y a une des profs qui m'a dit « Mais de quoi tu as peur ? En 1948, on s'est débrouillé, on a lutté avec nos ongles, et maintenant on a une armée. » Bon, l'histoire a prouvé que c'est elle qui avait raison. C'était la vie un peu des Israéliens, ou elle était quand même rare ? Ah non, c'était... Bon, les gens étaient plutôt confiants. Les gens étaient quand même très soucieux, parce que d'abord il y a eu la mobilisation, on appelait les gens à l'armée, les gens étaient là, on devait faire une milouim, on appelle ça Tsav Shmoné, ils ont eu le Tsav Shmoné pour les appeler à l'armée. Comme dit, on était très tendus. Alors, si je devais dire une phrase qui résume un petit peu toute la guerre des 6 jours, c'était un choc émotionnel tout à fait hors norme. Parce que le Shabbat, vous êtes religieux, je peux en parler, le Shabbat avant l'éclatement de la guerre, on a lu Bechukotai. Bechukotai, Dieu dit à son peuple, voilà, bon,
Vous respectez. Si vous observez mes mitzvot, tout va bien, et sinon, c'est la débandade, c'est la catastrophe. Et je me vois encore dans cette synagogue Rov Jabotinsky, ça s'appelle la Metifta aujourd'hui, à Jérusalem, et j'ai dit à ma voisine, tu te rends compte, et il y avait de quoi avoir froid dans le dos. Oui. Ça, c'était le Shabbat. Alors, il y a eu dimanche, lundi matin, on est tous allés au boulot, moi à l'université, mon mari à son bureau, les enfants sont allés à l'école, et puis tout à coup, il y a eu la sirène qui a annoncé la guerre. Alors comment ça se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup de crainte. Vous savez, moi j'ai vécu la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de crainte parce C'est-à-dire que les sirènes sonnent dans toute la ville? Et comment? Nous étions quand même un petit pays. Bon, enfin, tout le monde s'est retrouvé. Ce n'est pas un vrai abri ce que nous avons dans cette maison, mais c'est un sous-sol et tout le monde s'est retrouvé au sous-sol. Mon mari est rentré de son boulot, les enfants sont rentrés de leur école. Mon fils avait par hasard rendez-vous chez l'orthodonte pour ses dents. L'orthodonte en question était Rehov Shlom Zion HaMalka. C'était au pied de la muraille, c'était au pied de la frontière. Bon, il n'avoue pas qu'il avait un peu les chocottes, mais enfin bon, il a été chez l'orthodonte, il est sorti, il est rentré à pied jusqu'à Rechavia. Bon, ma fille est rentrée de son école et il y a une voisine au bout de la Rehov Redak qui l'a attrapé, qui a dit « Toi, tu rentres pas à la maison, tu restes d'abord chez nous ». Jusqu'à ce que les tirs d'artillerie soient un peu calmés. Vous entendiez les tirs Ah ben oui, les tirs, ils étaient là en bas dans la vallée de la Croix. Oui. On entendait les tirs de la vieille ville aussi, mais on entendait aussi ça. Et nous avions un voisin là en haut, M. Steinberg, qui travaillait avec Pinchas Sapir, qui était ministre des Finances. Et il est rentré l'après-midi, lundi après-midi, il a dit « Voilà, Nasser n'a plus d'armée de l'air ». C'est-à-dire que l'armée israélienne a abattu tous les avions de l'armée de l'air de l'Égypte. Notre réaction, c'était qu'il veut calmer là, les femmes et les enfants et que c'est de la blague. Bon, il s'est avéré qu'il avait raison. Vous aviez du mal à le croire? Ben oui. Ben écoutez, il a dit, ça y est, Nasser n'a plus d'avions, on a pilonné ses avions au sol. Bon, et puis la vie... Et comment vous suivez la progression de l'armée israélienne? Parce que c'était chaque jour, en fait. Oui, mais on ne peut pas... Écoutez, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait rien de tout ça. C'était un autre monde encore. Finalement, nous parlons de 1967, c'était il y a plus de 50 ans. Entre-temps, le monde a fait un saut énorme. Et le mercredi, je suis montée, quelqu'un a dit... Ils sont à Cher Gérard. Nous, on ne savait pas ce que c'était Cher Gérard, parce que quand nous sommes venus, il n'y avait pas la vieille ville. Oui. Mais il y a une voisine d'en dessous, qui est une Israélienne native d'ici, elle a dit, elle a entendu à la radio, ils sont à Cher Gérard, donc ils ont pris la vieille ville. Je suis montée ici, et puis, je ne sais plus pourquoi, mon mari et mes enfants sont montés aussi, on a ouvert la radio, on avait une petite Philco, un petit poste... poste de radio. Et ils ont donné comme musique Me'al Pisgat Haratzofim. Ouais. Et moi, je me suis mise à pleurer comme je n'ai pas pleuré depuis longtemps. Et là, vous avez compris que Jérusalem avait été reprise. Me'al Pisgat Haratzofim, c'était quand on voulait se donner du courage avec des copines pendant la guerre en Dordogne, on chantait, entre autres, Me'al Pisgat Haratzofim. Bon, alors... Je dis au début de quand nous avons parlé, j'ai dit qu'il y avait un impact tout à fait hors norme de cette guerre. Alors, bon, il y a eu encore des combats. Il y a eu des combats sur le Golan. Et finalement, Shabbat matin, à la synagogue, toujours à la Metifta Rehov Jabotinsky, on a dit Hallel avec bracha. C'était, comme dit, tout ça a été concentré. C'est-à-dire que tout s'est passé si vite. En 6 jours. En 6 jours. Est-ce que vous avez pu ressentir au moment même ce qui s'était passé, où il a fallu après du temps pour comprendre? Non, on avait l'impression que ça y est, le Moshiach est derrière la porte. On ne peut pas imaginer autre chose. Parce que, il faut dire, quand avant
avant que la guerre n'a été déclarée, on était tout à fait au creux de la vague parce qu'on avait peur de ce qui allait se passer, que ça allait coûter beaucoup de morts. Bien sûr. Et puis finalement, comme dit, en 6 jours, ça a un impact inouï. Bon, il y a quand même eu 800 morts, dont nous connaissions un certain nombre, et ça nous a fait très mal. Après, il s'est trouvé qu'on avait une bar mitzvah dans la famille. Nous sommes rentrés à Strasbourg pour la bar mitzvah. D'abord, on nous a reçus comme si nous avions libéré Jérusalem. Et un médecin super gentil à Strasbourg qui nous a dit « Mais c'est une victoire inouïe, 800 morts, ça ne s'est jamais vu. » Bon, Bien pour sûr. nous, 800 morts, c'était Bien les sûr. gens que nous connaissons. C'est toujours difficile. Mais, comme dit, on avait peur, on ne savait pas ce que ça allait donner, cette guerre. Alors, la guerre se termine, Jérusalem est Alors, réunifiée. La guerre est terminée, et après, il y a eu tout de suite Shavuot, et c'est là que l'armée a enlevé les barrages et tout. On a pu se rendre en vieille ville. Alors, donc, la première fois que vous avez pu vous rendre en vieille ville, la première fois que vous avez pu vous rendre au Kotel, c'était à Shavuot? Alors, c'était à Shavuot. Pour commencer, il y avait le même Hamsin qu'aujourd'hui. D'accord. C'était une chaleur vraiment... Et tous les gens, avec leurs bouteilles d'eau et tout, il y avait, je ne sais pas combien de milliers de gens sont allés ce jour-là au Kotel, mais vous suiviez le premier type venu, vous saviez qu'il allait au Kotel, vous allez... Bon, écoutez, comme dit... Alors, la première fois que vous vous êtes rendu au Kotel, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je ne sais pas ce que j'ai ressenti à l'époque, c'est trop loin derrière moi. Mais quand je me fais le cinéma de ma vie, je me dis, bon, j'ai survécu avec ma famille à la Deuxième Guerre mondiale et j'ai été récompensée par ça. Bon. Alors, vous vivez depuis avant 1967, en fait, à Jérusalem. Vous avez vu grandir cette ville. Oui, absolument. Comment vous voyez le développement de Jérusalem aujourd'hui? Si je pense que pas seulement Jérusalem, que tout ce pays a 72 ans, c'est miraculeux. Bon, ça fait partie de la dynamisme du pays, ça fait partie de développement mondial, la technologie et tout est autre aujourd'hui. Quand nous sommes venus dans le pays, nous avons téléphoné 2 fois dans l'année à mes parents en France, parce que c'était très cher, c'était difficile. On téléphonait Erev Pessah et Erev Rosh Hashanah. La vie était différente. Quand nous sommes venus en 1954, je faisais bouillir les langes de mes enfants. Il n'y avait pas de Pampers dans une lessiveuse à champignons. Je ne sais pas si les gens aujourd'hui savent encore ce que c'est une lessiveuse à champignons. Et on faisait la cuisine sur du kérosène. Alors aujourd'hui, vous avez 92 ans, on peut le dire. Oui. Qu'est-ce que vous fêtez à Jérusalem? Aujourd'hui, c'est Yom Yerushalayim, c'est le jour de Yom Yerushalayim. Quel est le souhait que vous faites pour cette ville? Ce que moi je suis venue chercher dans ce pays, je l'ai reçu. Je ne voulais plus être un citoyen de seconde zone, et mon mari non plus. C'est mon pays, et je voulais élever des enfants juifs, et j'ai des enfants juifs, et des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants. Comme disent ce que je suis venue chercher, je l'ai reçu.